donc c'est un cours qui s'appelle Introduction à la relativité générale, mais on va faire bien mieux qu'une introduction, on va faire la relativité générale. Par contre, là, aujourd'hui, on va faire un premier chapitre qui va être Introduction à la relativité générale. Alors, l'activité générale, on note ça RG traditionnellement, on dit la RG, bon, c'est un peu cavalier, mais... Alors, qu'est-ce que la relativité générale? Qu'est-ce que la relativité générale? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que vous savez de la relativité générale? Vous avez entendu parler de la relativité générale. Ah. Ouais. C'est le fait que la masse déforme l'espace-temps. Ok, alors la masse déforme l'espace-temps. Ouais. Et donc, oui. Et donc la déformation, alors je vais dire des forces, mais... Ok, et de ça résultent des forces, ouais. Et quelle force en particulier? La gravité. Donc force de gravitation. Alors il y a beaucoup de mots là. Il y a masse. Oui, allez-y. En RG, on dit que la gravité, c'est juste une déformation de l'espace. On aura toujours la notion de force et de potentiel en RG. Voilà, c'est ça. Alors, donc il y a ce lien entre... Donc vous avez tous en tête qu'il y a l'idée de ce lien entre la force de gravitation, qui est une manifestation qui a l'air d'agir sur les corps, et une déformation de l'espace-temps. La question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une force et est-ce que c'est une force, du coup? Il y a un lien avec... Donc, je reprends parce que tous ces mots sont importants. C'est vous qui les avez donnés. Mais alors, masse, qu'est-ce que la masse? Pour ceux qui ont fait de la relativité restreinte, vous savez que la masse est liée à l'énergie. Donc, est-ce que c'est la masse qui déforme l'espace-temps? Est-ce que c'est l'énergie qui déforme l'espace-temps? Si, effectivement, la déformation de l'espace-temps est responsable des effets gravitationnels, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas juste la masse. La gravitation, les masses attirent les masses, gravitation de Newton. Mais en fait, l'énergie aussi, du coup, va graviter. Donc ça, c'est un premier truc à avoir en tête. Ensuite, déforme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la forme de l'espace? Est-ce qu'on peut facilement définir la forme de l'espace? Est-ce que ça a même un sens de dire la forme de l'espace? C'est quoi l'espace? Qu'est-ce que c'est qu'un espace? Donc là, il y aura une question, et je pense que je ne suis pas certain que vous ayez les outils mathématiques pour parler de la forme de l'espace, et il faudra clairement qu'on explicite ce que ça veut dire. Par ailleurs, il y a l'espace-temps, et ça, c'est le grand apport de la relativité restreinte, pour le coup, c'est qu'effectivement, il existe... Alors, l'espace-temps existe depuis toujours. C'est évident qu'il y a de l'espace et qu'il y a du temps. Alors, quant à savoir ce que c'est autre chose, bien sûr. Mais en tout cas, on a tous une notion intuitive d'espace et de temps. Le pigeon qui passe là-bas a aussi une notion intuitive d'espace et de temps. La théorie, les théories physiques classiques, Newton, etc., travaillent avec l'espace et le temps, et donc ils travaillent avec l'espace-temps, si on veut. Mais la grande nouveauté, c'est que l'espace-temps devient une entité géométrique à part entière, et il faudra voir ou revoir en quoi l'espace-temps diffère de l'espace et le temps. Donc il y a la notion de force, effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'une force? La notion de force est introduite en physique newtonienne, vous savez tous, par la relation MA égale F, ou somme des forces. Enfin, les forces s'ajoutent vectoriellement, ce qui est une question d'ailleurs sur laquelle il faudra revenir. Pourquoi? Donc les forces sont définies par leur effet sur le mouvement des corps. En fait, cette relation définit la force. La force, c'est ce qui fait changer la vitesse. Enfin, ça veut dire qu'il faut définir une accélération, qu'il faut définir une vitesse, une position. C'est des choses qui paraissent évidentes, mais quand on sera dans un espace déformé, un espace qui n'est pas nécessairement ce qu'on appelle plat,
On l'appelle plat depuis qu'on a découvert qu'en fait, ce n'était pas évidemment plat, parce que pendant toute l'histoire humaine, la géométrie, l'espace, même parler de forme de l'espace n'avait pas le moindre sens. L'espace, c'est l'espace. J'ai deux points, voilà, je peux tracer une droite, je peux tracer une droite perpendiculaire, une autre qui est parallèle à celle-là, etc. Bon. La géométrie, c'est la géométrie. En fait, non. Et on verra dans peu de temps que la notion de vecteur, position, la notion de vecteur entre deux points, vous avez deux points dans l'espace, là et là, et vous définissez un vecteur AB qui relie le point A ou le point B, cette notion est extrêmement spécifique et en fait elle va juste disparaître. L'idée qu'il y ait des vecteurs entre deux points de l'espace est une idée qu'il faudra abandonner. Alors évidemment, on comprend tout de suite que ça va poser un petit problème, puisque toute la physique est écrite avec des vecteurs d'espace, des vitesses qui sont la dérivée de la position, l'accélération qui est la dérivée de la vitesse, etc. Si déjà il n'y a pas de R qui ait le moindre sens dans une géométrie qui n'est pas la géométrie euclidienne, la géométrie intuitive, il va falloir trouver une façon de faire autrement. Mais on va. Alors, évidemment, le cours de relativité générale est en fait très simple aujourd'hui, 100 ans après Einstein, d'abord parce que ça fait des années que les gens travaillent dessus, mais surtout parce que les notions, l'essentiel de la difficulté conceptuelle est mathématique, mais ça reste simple, hein, vous verrez, tient au fait que justement, on travaille avec des entités géométriques, enfin, il va falloir redéfinir toutes les entités géométriques standards. La loi d'inertie, la loi centrale de toute la physique, dit que si un corps est libre, c'est-à-dire s'il n'y a aucune force s'exerce sur lui, il a un mouvement rectiligne uniforme. Donc il va tout droit à vitesse constante. Mais ça veut dire quoi, aller tout droit? C'est ça la question. Si vous êtes... Alors, par ailleurs, on connaît tous les géométries courbes, puisqu'on sait tous ce que c'est qu'une sphère, par exemple la Terre, ou n'importe quoi qui courait. Prenez la Terre, je suis là et je voudrais aller tout droit. Tout droit, mettons, je vais aller tout droit vers l'est. Ça veut dire quoi, en fait? Donc, il y a un problème très simple, en fait. Ça veut dire quoi, aller tout droit? C'est quoi une direction? Bon, on reverra ça. Et puis, donc, effectivement, il y a la question de gravitation. La gravitation. Donc, Newton a identifié que la gravitation était universelle. C'est vraiment une découverte absolument majeure, que quand je lâche un corps, il tombe, et la Lune qui tourne autour de la Terre, c'est la même chose. C'est lié à une seule et unique force universelle qui, jusqu'à la découverte de la relativité générale, s'exprime par le fait que si vous avez un corps de masse M1 quelque part, et puis un corps de masse M2 ailleurs, la force que le corps 1 exerce sur le corps 2, comme vous le savez tous, c'est moins G M1, M2 sur la distance entre les deux, je vais noter comme ça, et puis porté par le vecteur qui relie voilà, U1, 2, celui qui va de 1 vers 2, donc ça, voilà, ça va être la force que 1 exerce sur 2, très bien. Et puis, évidemment, la force que 2 exerce sur 1 est opposée. C'est vrai pour la gravitation d'après cette force, il est évident que c'est symétrique, mais comme vous savez, cette loi des actions réciproques a été érigée en principe général également par Newton. Alors évidemment, là, vous avez un vecteur d'espace, en tout cas qui a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être le cas, mais il va falloir le redéfinir. Donc tout ça va devoir être vu aussi. Mais enfin, on a une gravitation universelle qui concerne tous les corps, avec une particularité que c'est Galilée, avant Newton, qui a vraiment mis le doigt sur cet élément absolument central, qui est que tous les corps chutent de la même façon. Voilà. Et si vous mettez une plume, c'est pareil, elle fait pareil. Évidemment, il y a la résistance de l'air, mais si vous faites le vide et que vous faites tomber n'importe quoi, ça chute exactement de la même façon, indépendamment de la masse, indépendamment de la nature du corps. Enfin, c'est assez incroyable.
Et ça, c'est lié au principe d'équivalence dont on va reparler un petit peu plus tard. Donc, alors, on avait... Bonjour, non, c'est pas grave, je sais qu'il y a des problèmes de métro, donc... Ah ouais, si ça efface si mal que ça, on va... Peut-être ça, c'est mieux, ça? Ouais. Aïe. Peut-être que mon stylo est trop puissant. Je vais tenter celui-là. Je voulais écrire... Ah, peut-être c'est mieux, ça. Donc, on va dire, premièrement, qu'est-ce que l'ARG? On a déjà commencé, je vais juste essayer de structurer un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que la relativité générale? Donc, dans les mots-clés que vous avez donnés, il apparaît clairement que c'est une théorie de la gravitation. Waouh, ça c'est horrible. Oh. Il ne faut plus que j'utilise ce stylo-là. C'était lequel, celui-là? Allez, hop. Donc, c'est une théorie de la gravitation. Mais c'est aussi une théorie de l'espace-temps. Vous avez tout de suite identifié la question de la courbure. Bon. Et par ailleurs, donc, vous avez dit les masses, donc l'énergie plus généralement, déforment l'espace-temps, donc impose une certaine géométrie à l'espace-temps. Et l'espace-temps ayant une certaine géométrie, la trajectoire des corps dans cet espace-temps déformé, mais déformé par rapport à quoi? Il est ce qu'il est. Quand on dit que l'espace-temps est déformé, c'est-à-dire qu'on sous-entend que le bon espace, il est censé être d'une certaine façon, la façon euclidienne, qui est effectivement notre espace intuitif. Mais est-ce qu'il y a une particularité spécifique à l'espace euclidien par rapport à autre chose? Alors en fait, oui, il est plat, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc on verra tout ça. Mais donc l'espace-temps étant déformé, les trajectoires naturelles des corps, c'est-à-dire si on reprend la loi d'inertie, un corps soumis à aucune force, à une trajectoire rectiligne uniforme, cette loi-là va devoir réinterpréter au sein d'un espace déformé, aller tout droit dans un espace, qu'est-ce que ça veut dire en fait, tout simplement. Donc il y a ce lien, est-ce que c'est une théorie de la gravitation ou une théorie de l'espace-temps? Évidemment, les deux, et c'est précisément le fait qu'il y ait un lien entre gravitation et espace-temps qui est la découverte majeure de cette histoire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Ok, ouais, donc avant, il y avait déjà eu la relativité restreinte qui a fait émerger la notion d'espace-temps, et donc je l'ai redit en un mot, l'espace-temps, ce n'est pas l'espace et le temps, mais c'est une entité globale. Donc je vais peut-être voir maintenant, justement, regardons un peu le lien, quel est le lien entre la relativité générale et la relativité restreinte. Lien entre RG et, je vais noter RR, la relativité restreinte. On utilise moins souvent ce raccourci, mais bon. Alors, est-ce que la relativité générale est une généralisation de la relativité restreinte? Oui et non. En fait, plutôt non, en fait. Alors, on dit souvent une chose horrible, et il est probable que vous l'ayez en tête, parce qu'on le dit tellement. On dit souvent que la relativité restreinte concerne... il y a le principe de relativité qui dit que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels. D'accord, vous connaissez ça, Galilée l'a dit, hein, c'est pas... Simplement, évidemment, quand on dit les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels, on est obligé de dire les référentiels galiléens, bien sûr, parce que sinon, non. Hein. La loi d'inertie qui dit qu'un corps qui subit aucune force a une trajectoire, enfin, à une vitesse constante, s'applique par exemple à un corps au repos. Ce corps est ici au repos,
effectivement, il ne s'exerce aucune force. Alors en fait, il y a la gravitation, mais il y a la réaction qui fait que ça s'annule. Donc disons qu'il est libre en pratique. Et donc il a une vitesse nulle, et il reste une vitesse nulle. Il ne se met pas à bouger tout seul. C'est juste ça, hein, la loi d'inertie. Il n'y a absolument rien d'autre. Enfin, presque. Mais ceci est vrai là, mais évidemment, par rapport à moi qui suis en train de bouger, ce corps s'est mis à bouger tout seul. Là, il est au repos, et en fait, il bouge alors qu'il ne s'exerce toujours aucune force. Donc, ça ne peut pas être vrai dans tous les référentiels, évidemment. Donc, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. Ah, ok. Et alors, souvent, on a l'idée que la relativité générale, c'est que, en fait, on va étendre cette idée-là, on va dire, en fait, c'est vrai, quel que soit le référentiel. On a, comme si, en relativité restreinte, on avait droit à faire des changements de référentiel galiléens, c'est-à-dire en translation uniforme l'un par rapport à l'autre. Et en relativité générale, par contre, on peut aller dans des référentiels accélérés, etc. Ça, c'est complètement idiot. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêche, dans une théorie en relativité restreinte, de passer dans un référentiel accéléré? Parce qu'on fait de la relativité restreinte, on ne pourrait plus se mettre sur un manège qui tourne et sentir des forces Coriolis. Et centrifuges et de Coriolis, enfin des forces d'inertie. C'est complètement idiot. Évidemment, la relativité restreinte n'interdit pas non plus d'utiliser des coordonnées polaires pour repérer la position des points. On n'est pas obligé de faire toujours des transformations de Lorentz pour passer de... je sais pas, x' égale x.vt. Vous connaissez tous alors la transformation de Lorentz, on va faire ça comme ça. Transformation spéciale. Alors vous connaissez tous, peut-être pas tous, mais presque tous. Voilà. Comment on va? Moins v sur cx, ça va le faire comme ça. Voilà. Bon. C'est bien les transformations de Lorentz, mais ça ne nous empêche pas, donc en coordonnées cartésiennes ou lorentziennes, enfin en coordonnées qui rendent l'expression en particulier de la métrique, je vais y revenir, du produit scalaire, simple, mais rien n'empêche d'utiliser d'autres coordonnées, rien n'empêche de passer d'un référentiel à un autre. Si vous avez vu forcément le fameux paradoxe des jumeaux, là, vous avez, alors si je représente x et puis le temps, voilà, vous avez le premier jumeau A, Alice, là, qui est juste au repos dans le référentiel en question. Et puis, vous avez Bob, B, qui s'éloigne à une certaine vitesse par là. Et puis, au bout d'un moment, il fait demi-tour et il revient. Et puis, on s'aperçoit qu'ici, le temps qui s'est écoulé le long de sa trajectoire, c'est-à-dire le temps qu'il a vécu, est plus court que le temps qu'a vécu Alice. Donc ils avaient le même âge au début, puis ils n'ont plus le même âge à la fin. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, soit dit en passant, même si ce n'est pas très intuitif, mais une fois qu'on pose les choses, c'est clair. Et bien souvent, on entend les gens dire « Ah oui, mais là, en fait, il y a un problème, parce qu'ici, il y a forcément une accélération, donc ce n'est pas de la relativité restreinte, du coup, il faut faire de la relativité générale. » Mais c'est idiot. L'espace-temps, il est ce qu'il est. Pourquoi on ne pourrait pas avoir la trajectoire qu'on veut? Enfin, il n'y a aucun problème à ce qu'un corps soit accéléré dans l'espace-temps. Il n'y a absolument aucun problème. Donc la relativité restreinte, c'est pas une généralisation... la relativité générale, c'est pas une généralisation de la relativité restreinte en ce sens-là. C'est une généralisation de l'espace-temps, de la géométrie de l'espace-temps, enfin du concept d'espace-temps qui est en relativité restreinte est déjà une entité géométrique en elle-même, mais qui a précisément une géométrie qui est fixe. L'espace-temps de la relativité restreinte, c'est l'espace-temps de Minkowski. Vous savez que ce n'est pas Einstein qui a réalisé la profondeur de l'idée de l'espace-temps, la révolution majeure qui est introduite par la relativité restreinte, c'est effectivement l'idée qu'il y a un espace-temps avec un lien entre l'espace et le temps qui est un lien géométrique, et qu'on peut faire des rotations dans l'espace-temps de la même façon qu'on fait des rotations dans l'espace. Et que si je fais ça, ça ne change rien. Et dans l'espace-temps, quand on passe d'un référentiel à un autre,
en fait, on oriente différemment l'axe temporel. Hein. Si je reviens ici, si Alice a ce mouvement-là et Bob a ce mouvement-là, ça, c'est l'axe temporel d'Alice. Elle ne bouge pas dans l'espace. Quand on ne bouge pas dans l'espace, on bouge quand même dans le temps. Tout le monde bouge dans le temps. D'accord ? Tout corps est immobile par rapport à lui-même, mais évolue dans le temps. C'est une évidence qu'on aurait pu réaliser des milliers d'années plus tôt, mais c'est une évidence profonde. Donc, Alice, avec cette trajectoire-là, ne bouge pas dans l'espace qui est celui-ci. Bon, on a pris comme référence ici, justement, son propre espace. Donc, évidemment, elle ne bouge pas par rapport à elle-même, mais elle évolue dans le temps. Bob, qui va par là, lui, il bouge dans l'espace d'Alice. Mais par rapport à lui-même, il ne bouge pas, il est toujours au même point. Donc ça, si vous voulez, ça, c'est l'axe de coordonnées x' égale 0. Bob est toujours au même endroit, mais il évolue quand même, évidemment. Il avance dans le temps. Dans son temps, lui. Donc ça, c'est l'axe du temps de Bob. Donc juste, si quelqu'un bouge par rapport à un autre, leur axe temporel dans l'espace-temps n'est pas le même. C'est aussi simple que ça. Mais, donc, il y a un lien géométrique entre l'espace et le temps. On peut faire des rotations, enfin, s'orienter différemment. Alors, c'est des rotations hyperboliques, parce que, comme vous le savez, il y a un signe moins dans la métrique. Enfin, on va y revenir. Mais peu importe, c'est juste, on choisit d'autres axes pour repérer les points de l'espace-temps, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, l'espace-temps, en tant qu'entité géométrique, c'est bien un ensemble de points. Un espace, au départ, c'est un ensemble de points, un ensemble de lieux. Alors là, c'est des lieux instants, on appelle ça des événements, comme vous savez, en relativité. Un événement, c'est quelque chose qui a lieu quelque part à un certain instant. Et là, tout le monde est d'accord là-dessus, un événement, c'est un événement. C'est indépendant de la façon, du référentiel par rapport auquel on le regarde. Un événement, c'est un événement, il a lieu quelque part. Donc, l'espace-temps, c'est l'ensemble de tous les événements du monde, d'ailleurs, de l'univers, tous les événements qui ont lieu quelque part à un certain instant. Mais il y a une structure entre ces événements qui est du même ordre que la structure qu'il y a dans l'espace ordinaire, dans l'espace euclidien, qui fait que, ok, il y a des points dans l'espace euclidien, il y a un point A et il y a un point B, mais il y a quelque chose d'objectif dans cet espace euclidien qui est, par exemple, la distance entre A et B. Alors, si on introduit les vecteurs et la notion de norme, on peut dire que c'est la norme AB, mais en tout cas, il y a une distance entre A et B qui est ce qu'elle est, et qui ne dépend pas de la manière dont on repère la position de B par rapport à la position de A. Si je choisis... Alors, vous savez, merci Descartes, on peut repérer la position des points en introduisant des coordonnées qui permettent de dire c'est ce point-là. Alors, si je prends des coordonnées cartésiennes, tant qu'à faire, x, y, je vais dire que A est à la coordonnée xa et à la coordonnée yk. B, pareil, est en xb, yb. Hop. Voilà, c'est l'enfer. Je ne sais pas si on... J'aimerais bien trouver une salle avec un vrai tableau. Parce que là, on ne va pas y arriver. Hein. Bref. Et comme vous le savez, et comme le savait Euclide, la distance entre A et B, on va la mettre au carré, la distance au carré entre A et B, c'est évidemment xb moins xa au carré, plus yb moins yk au carré. OK. Plus zb moins za au carré si on est à 3 dimensions. Évidemment, la distance entre A et B, elle est ce qu'elle est. Elle se fiche bien de savoir que je repère le point A par ses coordonnées xa et yk dans ce repère-là. Si d'ailleurs je mets le même repère, mais je le décale comme ça, ce sera d'autres valeurs, mais les différences seraient les mêmes, et donc ce sera la même distance. De même, si je tourne les axes, si je fais un axe x' et un axe y', je peux aussi le mettre ailleurs, bah évidemment les coordonnées du point A et les coordonnées du point B vont être autre chose. C'est juste des labels pour... ayant choisi un système de coordonnées, je choisis un repère, une origine, des axes, etc. Je choisis un certain système pour repérer la position des points.
ayant choisi un système, alors à chaque point est associé un jeu de coordonnées, et à chaque jeu de coordonnées correspond un point, de façon unique. C'est ça le principe des coordonnées. Mais indépendamment des coordonnées que je choisis d'attribuer à tel point qui, lui, est ce qu'il est, la distance ne va pas changer, bien évidemment. Alors, en relativité restreinte, la découverte, c'est que l'espace-temps est une entité géométrique de ce type-là, c'est-à-dire que vous pouvez prendre deux événements, un événement E1 et un événement E2 dans l'espace-temps. Vous pouvez repérer ces événements par des coordonnées, alors du coup 4, puisqu'on est maintenant dans un espace-temps à 4 dimensions. Alors vous pouvez choisir le système de coordonnées que vous voulez. Encore une fois, l'idée qu'on est obligé de prendre des coordonnées minkowskiennes ou lorentziennes, avec dans la partie espace, on met des coordonnées cartésiennes, puis dans la partie temps, on met un temps qui est orthogonal. Et du coup, ce que je vais écrire maintenant sera vrai. Enfin, je finis la phrase quand même. L'idée qu'on soit obligé de choisir certains types de coordonnées pour repérer la position des points en relativité restreinte est complètement idiote. On fait ce qu'on veut. C'est juste plus pratique. De même qu'en coordonnées cartésiennes, enfin, dans le plan euclidien à 2 dimensions, c'est relativement simple de prendre des axes comme ça. Mais je peux choisir un système de coordonnées qui fait ça. Où est le problème ? Voilà un système de coordonnées. Chaque point correspond voilà, c'est une certaine coordonnée par là, puis une certaine par là. Chaque point est associé à 2 nombres. Ça le repère tout aussi bien, mais tout aussi bien, que les autres systèmes de coordonnées. Alors simplement, si je veux exprimer la distance entre A et B dans ce système de coordonnées, là, ça va être un peu plus compliqué. Mais la physique reste la même. Enfin, on fait ce qu'on veut. Vraiment, ça, il faut vraiment le comprendre. Alors en tout cas, si on prend des coordonnées adaptées, si on prend des coordonnées qui rendent les choses faciles, par exemple, donc x1, y1, z1 et t1, voilà, on est à 4 dimensions, maintenant il faut le temps en plus, puis là pareil avec des 2. Alors, on peut définir, il existe, c'est pas on rajoute par-dessus, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intrinsèque dans la nature du monde, dans la réalité physique, qui est la distance d'espace-temps, qu'on appelle l'intervalle d'espace-temps, qu'on peut calculer, donc on peut mettre au carré, enfin on va dire la distance, je vais faire ça comme ça, la distance d'espace-temps entre E1 et E2. Alors je vais la mettre au carré. Eh bien c'est pareil, ça va être x2 moins x1 au carré, plus pareil pour y, plus pareil pour z. Et la seule différence, c'est que c'est pas plus. Alors il faut mettre c évidemment pour que ce soit homogène. C'est un détail, on pourrait prendre c égale 1. C'est pas plus, mais c'est moins c2 delta t, enfin, comme vous le savez. Mais il y a cette chose qu'on appelle donc l'intervalle, qui est ce qu'il est. Si vous avez 2 événements, il y a un certain intervalle d'espace-temps entre eux. Et il est ce qu'il est, au sens où vous changez de système de coordonnées, la distance elle reste la même. Alors ceci moins, comme vous savez, change pas mal les choses. Par rapport à l'espace ordinaire. En particulier, cette distance peut être négative. Cette distance au carré peut être négative. Oui, bah ok. Bon, so what, hein. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas une distance ordinaire au sens... enfin, la définition mathématique, on appelle ça une pseudo-distance, mais enfin, ça reste un objet mathématique parfaitement compris, maîtrisé, on sait quoi faire, enfin... Et donc, l'espace-temps de la relativité restreinte est celui-là. Alors, on en était à en quoi la généralisation, en quoi la relativité générale est une généralisation de la relativité restreinte. C'est pas dans la possibilité de choisir le système de coordonnées qu'on veut. Ça a toujours été le cas, vraiment, j'insiste là-dessus. Rien n'empêche non plus, ici, par exemple, sur la partie spatiale,
d'utiliser les coordonnées sphériques. Alors, plutôt que de faire entre deux événements distants, hein, on peut le faire entre deux événements proches, et écrire ds2 égale dx2 plus dy2 plus dz2. Ah, mais c'est l'enfer, ce truc. Moins c2 dt2. Voilà. Rien ne m'empêche, par exemple, sur la partie spatiale, d'utiliser des coordonnées rθ phi, écrire r2 plus r2 dθ2 plus r2 sin carré θ dθ 2. Voilà. Hein, l'élément en coordonnées sphériques. Vous connaissez ça. Rien ne m'empêche de faire ça. Qu'est-ce que j'ai? Oui, donc la particularité de... Oui? Ah, c'est défi, merci. Défi, merci. Donc, alors, la particularité de la relativité restreinte, c'est que l'espace-temps qu'elle considère, qu'elle postule, mais qui correspond très bien à ce qu'on observe, évidemment, comme vous savez, on va dire l'espace-temps qui est constaté dans la réalité physique, pour autant qu'on néglige la gravitation, et tout est là, ou en tout cas qu'on reste en champ très faible, champ gravitationnel faible, c'est que l'espace-temps de la relativité restreinte est figé, rigide, il est ce qu'il est, c'est-à-dire sa géométrie qui est en fait en quelque sorte définie par ça, donc ça c'est la métrique, peut-être je vais introduire tout de suite après formellement la métrique, mais la géométrie qui en fait est explicitée par comment on calcule la distance entre deux points, quoi, par rapport aux coordonnées. Évidemment, si je change de coordonnées, encore une fois, je vais changer la façon de l'écrire, mais ça reste la même chose, c'est ce que c'est. Eh bien, ces propriétés géométriques, spatiales ou spatio-temporelles locales sont les mêmes partout. C'est-à-dire que si je vais ailleurs dans l'espace, ce sera la même métrique, la même façon de calculer les distances, le même rapport. Et c'est ça qui permet, alors je vais peut-être lâcher le mot tout de suite, en fait la grande particularité, c'est que l'espace-temps de la relativité restreinte est un espace affine. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un espace affine? Enfin, je suis sûr que vous savez, mais vous ne savez peut-être pas que ça s'appelle comme ça. Je suis sûr que vous avez entendu parler de quelque chose qui est affine, oui? Alors effectivement, c'est quelque chose qui établit un lien entre les points, l'espace en tant que, alors espace ou espace-temps, hein, l'espace en tant qu'ensemble de points et un espace vectoriel. Alors ça c'est absolument capital parce que c'est ce qu'on a tous en tête et c'est ça qui va sauter. C'est-à-dire le pas. Il y a deux pas énormes conceptuels entre notre intuition physique, la physique classique. La physique classique, c'est rien d'autre que la formalisation de notre intuition. Il y a deux pas essentiels entre la physique classique et la relativité. Je laisse de côté la physique quantique, qui est autre chose. Hein. La relativité, comme vous savez, soit restreinte. Enfin, on peut faire de la physique quantique compatible avec la relativité restreinte, pas avec la relativité générale. Pour l'instant en tout cas, la relativité générale est une théorie classique. Hein. Donc il y a deux pas conceptuels majeurs. Il y a le pas qui consiste à voir qu'il y a l'espace et le temps, ok, mais en fait il y a un espace-temps qui est une entité géométrique en elle-même, avec des distances d'espace-temps qui ont un sens, avec la possibilité de tourner, de changer, etc., de définir des systèmes de coordonnées dans l'espace-temps, et pas juste je choisis mes systèmes de coordonnées dans l'espace, et par ailleurs, évidemment, tout ça évolue dans le temps. Non, on peut choisir un système de coordonnées global et il y a un sens... bref, ce que j'ai dit.
Donc le premier pas majeur, c'est ça, c'est la découverte qu'il y a un espace-temps. Et ça, c'est le pas de la relativité restreinte. Mais la relativité restreinte garde la propriété que cet espace-temps est un espace-temps affine, ce qui était évidemment déjà la géométrie euclidienne et l'espace newtonien, si vous voulez. Et le second pas, c'est de casser justement le lien entre l'espace et un espace vectoriel, en tout cas au niveau naïf, comme nous le dit notre intuition. Et ça, c'est le pas qui est franchi par la relativité générale. Donc, de ce point de vue-là, la relativité restreinte n'a rien à voir avec la relativité générale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose en plus dans la relativité générale qui fait que tous les outils ordinaires de la géométrie qu'on utilise depuis le collège, avec des vecteurs d'espace, comme je disais, toutes ces notions intuitives vont devoir être balayées, redéfinies dans un cadre plus large, mais en fait balayées. Il n'y aura plus de notion de vecteur entre deux points. Je prends deux points, il y a un vecteur entre deux points. C'est ça l'espace affine, je vais le redire un peu mieux formalisé. Cette idée-là va disparaître, purement et simplement. Et ça, c'est un pas majeur. Et en ce sens-là, le lien entre la relativité restreinte et la relativité générale, il est très ténu en fait. Si ce n'est qu'ils considèrent tous les deux l'espace-temps, enfin qu'elles considèrent les théories, l'espace-temps comme une entité géométrique, certes. Mais dans un cas, c'est un espace affine, dans l'autre, non. Et ça fait toute la différence. Alors, qu'est-ce qu'un espace affine? Ah, mais c'est l'enfer total, ce truc. Je vais essayer de trouver peut-être de l'alcool à la pause. Oh. Ah, je vais pas m'en sortir. Hein. Ah, je vais finir musclé, je crois. Oh. Ah, mais c'est vraiment l'enfer. Ok, allez, troisièmement, donc, espace affine. Alors, l'espace affine, c'est effectivement, vous avez un ensemble de points. Je ne fais pas une définition ultra formelle, mais... et vous avez un espace vectoriel. Et l'idée, alors, ça va être un R espace vectoriel. Et puis, en l'occurrence, il va être à 3 dimensions. Espace vectoriel à 3 dimensions. Bon, en fait, c'est R3, quoi. Soyons simples. R3. De toute façon, il sera isomorphe, donc autant le prendre directement. Et l'idée, c'est qu'à chaque paire de points, donc à chaque paire de points, on va le faire un tout petit peu formel quand même, dans M2, enfin dans M croix M, vous associez un vecteur. Le vecteur que vous notez AB. Et alors, bon, très bien. Et l'idée, c'est que, quel que soit, prenez un autre point, quel que soit, ah, j'aurais peut-être pas dû l'appeler M, celui-là. Je vais l'appeler M pour anticiper, je vais faire un M. Ouais, si, allez, je vais l'appeler M quand même. Bref, quel que soit C dans M, dans l'espace, il existe. Et quel que soit V dans l'espace vectoriel, il existe un unique point D dans M, tel que CD égale V. C'est-à-dire, je vous donne un vecteur,
je vous donne un point. Il existe un unique point D, tel que le vecteur CD, donc le vecteur qui est associé de manière unique à ce bipoint, à ce couple de points, soit précisément ce vecteur V. C'est-à-dire qu'en chaque point, vous avez tous les vecteurs. En ce point-là, vous avez tous les vecteurs possibles, un grand comme ça, un petit comme ça, voilà. En chaque point, vous avez un espace vectoriel dans lequel vous pouvez choisir une base que vous voulez, et faire des combinaisons linéaires. Enfin, c'est un espace vectoriel, vous savez tout ce que c'est qu'un espace vectoriel. Hein. C'est rien d'autre qu'un truc, un ensemble de trucs qu'on peut combiner entre eux de façon linéaire. Donc vous pouvez les additionner et vous pouvez les multiplier par un nombre. C'est ça un espace vectoriel, c'est juste ça. Et ça vous redonne un objet du même ensemble, évidemment. Hein. Avec des lois de compatibilité. Hein, un vecteur plus lui-même, c'est la même chose que 2 fois le vecteur, etc. D'accord. Vous savez ce que c'est qu'un espace vectoriel, je pense. Ouais. Donc, en chaque point, vous pouvez représenter tous les vecteurs. Et, mais vous pouvez comparer... il y a un sens à dire que ce vecteur-là, c'est le même que celui-là. C'est le même que celui-là. Voilà. Et ça c'est quelque chose de... Alors, ça paraît évident. C'est-à-dire, en fait, je le prends, je le déplace. C'est comme ça qu'on... Oui, allez-y. Mais dans un espace vectoriel, on ne peut pas faire ça, parce que tous les vecteurs sont attachés à 0. Oui, alors justement, l'espace affine porte en chaque point... C'est-à-dire, vous pouvez... Donc, si vous avez un point A... si vous me donnez un certain vecteur de l'espace vectoriel, qui vaut ce qu'il vaut, par exemple, de coordonnées dans une certaine base de l'espace vectoriel, disons que notre espace vectoriel c'est R3, d'accord, et on le définit, et on prend une base, donc c'est-à-dire que c'est un triplet de nombres, d'accord, x1, x2, x3. Je pourrais l'appeler xyz, je vais encore l'appeler xyz pendant quelques temps. Voilà. Je me donne 3 nombres. Et cette application, je peux décider donc je peux la matérialiser en disant que si je me donne un point A, alors, ok, soyons un peu plus fort. Par exemple, je vais prendre un système de coordonnées très simple. Yes. Ok. En fait, donc j'ai un espace vectoriel et je choisis un point particulier que j'appelle O dans l'espace. En fait, formellement, j'aurais peut-être dû écrire la définition formelle, en fait. Formellement, vous avez à chaque point P dans M et chaque vecteur V dans V, alors je vais le noter sans flèche, vous attribuez... Alors, vous pouvez faire un autre point P' dans M, défini par P' égale A plus V. Et il faut que ça, ce soit associatif, etc. Alors, je ne veux quand même pas passer trop de temps là-dessus, mais je veux répondre à votre question. Le point, c'est que... Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Parce que j'ai peur de partir là où... trop loin. Ouais. Ouais. Oui. Donc effectivement, l'idée, c'est que si j'ai le point O et un certain point A, voilà, je leur associe un vecteur, qui est le vecteur OA. Dans une base que j'ai choisie de l'espace vectoriel, par exemple, ce vecteur
et celui-ci. Eh bien, si maintenant je prends un autre point ici, C, c'est le truc que j'ai effacé là, la propriété de l'espace affine, c'est qu'il existe un unique point, D, tel que CD, le vecteur CD, entre deux points, j'ai toujours un vecteur, il existe un unique point D, tel que CD, c'est aussi X, Y, Z. Est-ce que ça répond à votre question? Je n'ai pas l'impression. Non, c'est peut-être important. Donc, non, mais il se peut que ce soit utile pour tout le monde. Non, parce qu'il va y avoir un point important là qui vient. C'est juste pour savoir la différence entre un espace affine et un espace vectoriel, parce que dans un espace vectoriel, on n'a pas l'habitude de translater des vecteurs. Ah! Tout le temps attaché à l'origine. Ah, c'est ça, oui. Oui, l'espace affine, c'est pas juste l'espace vectoriel. C'est l'espace vectoriel associé à un espace de points. Effectivement, si vous voulez, on pourrait dire c'est un espace vectoriel où on peut translater l'origine, mais en fait, ça n'a pas de sens. Le vecteur nul dans un espace vectoriel, c'est un vecteur bien précis. C'est pas n'importe quel vecteur, c'est le vecteur tel que si je fais V plus 0, ça fait V. Donc le vecteur nul, c'est le vecteur nul. À chaque point de l'espace maintenant, mettons le plan, je peux trouver un unique point tel que AB égale n'importe quel vecteur V. En particulier, si je prends le vecteur nul, c'est le vecteur AA. Donc ça fait partie des axiomes, enfin il y a besoin de ça. Donc, oui, l'espace affine, c'est un espace dans lequel on peut identifier une structure d'espace vectoriel qui permet d'associer à toute paire de points un vecteur unique, et de façon unique. En chaque point, je peux choisir, il y a un seul autre point qui donne le bon vecteur, enfin, chacun des vecteurs individuels. Oui. Du coup, si on n'a plus de translation, si on n'a plus de translation de vecteurs dans l'espace affine. Bah si, justement, je prends ce vecteur, je peux le translater, je peux le mettre là. Oui, mais puisque à chaque fois, on n'a que un point qui est associé à un vecteur. Ah, il y a l'unicité de ce point. Il y a l'unicité de ce point si je m'en fixe un autre. C'est-à-dire, si je me fixe un point, alors il y en a, et un vecteur, il n'y en a qu'un qui correspond. Mais maintenant, si je me fixe ce point-là, le même vecteur, je vais le représenter là aussi. C'est ça le truc, en fait. Et donc, la particularité, c'est que, justement, je peux translater les vecteurs. Et que ça a un sens à dire que ce vecteur, c'est le même que celui-là. C'est contenu dans la définition de l'espace affine. En chaque point, je peux identifier le même vecteur. D'accord? Et ça, c'est la chose clé qui fait que si je vous dis ceci est une droite, vous allez dire, il est barjot. Moi, je vous dis, ceci est une droite. Vous me dites non. Et moi, je vous dis, ah bon, et pourquoi? Et là, vous pouvez invoquer la structure affine de l'espace. Vous pouvez dire, ah ben, regardez, en ce point-là, si je prends la tangente, par exemple, à la courbe, voilà. En ce point-là, si je prends la tangente à la courbe, voilà. Et là, vous me dites, bah, vous voyez, c'est pas le même. Dans une droite, c'est quoi la caractéristique d'une droite? C'est qu'on va tout droit, c'est-à-dire qu'on va toujours dans la même direction. Donc il faut être capable d'identifier des directions en différents points et dire c'est la même. Là, j'allais par là, et maintenant que je suis là, je vais encore par là, dans la même direction. Mais si moi maintenant je vous dis, bah ouais, bah ça c'est une droite, bah là c'est la même direction, bah c'est la même direction. Et là vous allez me dire, ah non mais vous avez tourné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi j'ai tourné? Parce que moi je peux vous dire, si vous faites ça là, moi je peux vous dire, ah ben là mais vous avez tourné là. De même que là, vous dites, ah mais là vous êtes en train de tourner. Ça veut dire quoi en fait? Vous affirmez que là je suis en train de tourner. Et moi si j'affirme que là vous êtes en train de tourner, j'ai pas le droit. Qu'est-ce qui permet? Ouais. Tourner par rapport à quoi? Tourner par rapport au tableau, oui, j'ai tourné ici, et dans ce cas-là, non. Ouais, mais même... en fait, quand vous dites, là j'ai tourné,
ce que vous avez en tête, c'est que le vecteur ici, c'est pas le même que celui-là. Tandis que le vecteur là, c'est le même que celui-là. Donc là, je n'ai pas tourné, je suis allé tout droit, j'ai gardé le même vecteur. Mais vous voyez que pour pouvoir dire ça, il faut pouvoir dire que il faut pouvoir comparer ce vecteur-là à celui-là. Et comment vous pouvez faire ça? Parce qu'il y a la structure affine. Parce que donné avec l'espace, il y a l'idée que voilà, je me donne un vecteur, justement, celui-là, en partant de A, ici, il va jusqu'à B. Il y a l'idée que si je pars maintenant du point C, il existe un unique point tel que CD, un unique point D tel que CD égale V, c'est-à-dire égal à B. Et c'est celui-là. Mais pourquoi c'est celui-là? Pourquoi ce ne serait pas celui-là? Et là, vous voyez qu'on a une idée intuitive de la géométrie qui nous dit que, ben oui, celui-là, c'est le même, pas celui-là. Mais d'où ça vient, ça, en fait? Alors ça vient, c'est notre intuition, c'est l'espace. Mais, encore une fois, si je dis, regardez, là, je vais tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, je ne tourne pas. Par exemple, si vous fermez les yeux et que je vous dis juste, ouais, je vais tout droit, comment vous pouvez savoir si j'ai fait ça ou ça? Donc, ça veut dire que c'est ce que vous voyez qui définit ce que c'est qu'une droite. Ouh, c'est un peu dangereux, non? Si j'appelle quelqu'un au téléphone et dit, ouais, là, regarde, je fais une droite, comment il peut savoir? Quel sens ça a, en fait? Donc, on a cette idée intuitive que ça, c'est tout droit, et que ça ne l'est pas. Mais il y a une hypothèse sous-jacente sur l'espace, là. Alors, cette hypothèse, elle est raisonnable, elle fonctionne bien, tout va bien. Mais maintenant, supposons qu'on ne soit pas dans le plan du tableau, mais qu'on soit à la surface de la Terre. Et puis, je suis quelque part à Paris, là. Et puis, je voudrais aller tout droit. Tout droit par où? Alors déjà, il faut définir une direction. Alors disons, je suis à Paris, puis je voudrais aller droit sur Strasbourg. Alors, mettons Strasbourg est là. Allez, on va droit sur Strasbourg. Comment on fait? C'est par où, droit sur Strasbourg, en fait? Ah, parce que là, j'ai dessiné une ligne, là, du coup, c'est là, droit sur Strasbourg. Mais pourquoi c'est pas ça, en fait? Pourquoi c'est pas ça, en fait? Comment vous définissez? Parce que là, ouais. On peut peut-être dire que c'est le chemin le plus court entre les deux. Ah! Chemin le plus court. J'y reviens tout de suite. Très important, effectivement. Alors, il se trouve que... alors, ok. J'y reviens après. Donc, je suis à la surface de la Terre et je voudrais aller tout droit sur Strasbourg. Alors, ce qui est sûr, c'est que si je vais droit vers Strasbourg, je ne vais pas décrire une droite dans l'espace à 3 dimensions. Parce que si je vais droit sur Strasbourg, je vais creuser déjà. Je vais commencer par creuser, d'accord? Enfin, si je les mets, voilà, si je vais de là à là, si je veux aller droit dessus, dans l'espace 3D, je fais un trou dans le sol, d'accord? Mais si je ne suis pas dans un espace à 3D, je suis sur la Terre. Alors, évidemment, la Terre, on peut la plonger dans un espace extérieur. Mais quand on va parler de l'espace-temps, de l'univers, ça veut dire quoi de dire que l'espace... Si je dis que l'univers est courbe, en un sens qu'il faudra définir, mais je fais appel à notre intuition, à l'intuition qu'on a tous, sur une surface courbe plongée dans un espace 3D qui, lui, est conçu, perçu, imaginé comme étant plat, comme étant euclidien, standard, comme étant affine, avec des vecteurs qui ont un sens. C'est-à-dire que ce vecteur-là, c'est le même que celui-là. C'est en ce sens-là que c'est ça, la droite. Alors que ce vecteur-là, celui par où je démarre, la première direction que j'emprunte, c'est pas la même que celle-là. Donc, j'ai pas fait une droite dans l'espace 3D. Mais dans l'espace 2D, qu'est-ce qu'il y a de plus droit que ça? Je vais droit devant et je change jamais de direction. Je change jamais de direction, alors comme vous disiez, par rapport à la Terre. Ouais, mais c'est quoi une direction par rapport à quelque chose? Une direction, c'est une direction. Enfin, ou peut-être pas, mais justement, comment définir? Comment vous allez pouvoir expliquer que
que effectivement d'ailleurs, si je fais vraiment ça, que en fait ça, donc si je me mets sur un parallèle là, voilà, si je fais ça en fait, c'est clairement pas le chemin le plus court, et en fait je suis en train de tourner là. En fait, il nous faut forcément, dès qu'on fait il nous faut un repère, à un moment donné. Il nous faut un repère, oui, alors par exemple celui-là, ça c'est un bon repère, ça c'est un bon système de coordonnées, latitude, longitude, d'accord? Et du coup, aller tout droit, c'est garder... Alors, par exemple, si je suis là, et que je veux aller là, aller tout droit, c'est garder... Je change de latitude, mais je garde la longitude constante. Donc ça vous définit une droite, vous pouvez être assez content, longitude égale constante. Ouais, mais si je veux aller de là à là, et que je suis latitude égale constante, alors ça, c'est pas du tout le chemin le plus court. C'est pour ça que si vous allez de Paris à Tokyo, vous faites pas ça, hein, vous faites ça. Si vous voulez, si vous allez de... Enfin, bref. Oui, enfin, vous savez, d'accord. Donc, effectivement, le plus droit de Paris à Strasbourg, c'est ça, en fait. Ou par en dessous, je ne sais pas, non, Strasbourg, c'est à peu près la même latitude. On va passer un peu par au-dessus. Enfin, bref, vous comprenez. Mais, alors, et je reviens à ça après, le point clé ici, c'est qu'il y a un truc sur la surface de la Terre, donc sur une surface courbe, il y a un truc qui a volé en éclats complètement. C'est l'idée que je prends deux points, A et B, et que je fais un vecteur AB. Parce que le vecteur de Paris à Strasbourg, ben voilà, c'est ça le vecteur là, un bout de cercle. Il n'y a plus, il n'y a juste plus, c'est fini, terminé. Il n'y aura plus jamais l'idée par laquelle pourtant on a introduit les vecteurs au collège. Hein, on nous dit un vecteur, c'est j'ai deux points et c'est un truc qui a une direction, ça va de l'un à l'autre, et puis il y a une flèche. Donc il y a une direction et une longueur, c'est ça un vecteur. Et on peut changer la longueur en multipliant par un nombre, et puis il y a différentes directions, et puis on peut combiner les directions. Si je fais ça, oui, alors j'ai pas dit dans la définition ici, il y a la relation de Schall. Ah oui, sinon c'est pas un espace affine. Ah oui, pardon, j'aurais dû insister. Il n'est pas trop tard, mais voilà, ça c'est capital. C'est ça en fait la clé du truc. Hein. AB plus BC égale AC. C'est-à-dire que si le vecteur qui va de A à B, c'est un certain vecteur. Le vecteur qui va de A à C, c'est un certain vecteur. Et en fait, la somme des deux, la somme au sein de l'espace vectoriel, c'est AC. C'est celui qui relie A et C. D'accord ? Ce vecteur BC, je peux le mettre là, justement parce que je suis dans un espace affine. À partir du point A, je peux tracer n'importe quel vecteur. Donc en particulier, le vecteur BC, je peux le tracer à partir de A. Et donc j'ai ça plus ça qui vaut ça. Je peux additionner les vecteurs. Mais bon, c'est comme ça qu'on a introduit les vecteurs au collège. La relation de Schall, là, je ne sais pas à quel âge on fait ça maintenant. Seconde, c'est vrai? Ah, donc au lycée, alors. Ah, de mon temps, c'était au collège, mais bon, qu'à cela ne tienne. Bon, enfin bref, en tout cas, c'est capital. Disons, on a introduit la notion de vecteur à travers l'idée d'un vecteur reliant deux points. Oui? Oui, alors on peut se dire, ok, si on est très très proche, c'est quasiment plat. D'accord, mais n'empêche, quel est le même vecteur ici? Celui-là? C'est pas un vecteur de l'espace. Là, localement, ça ne colle plus. Donc, comment je dis que c'est celui-là qui est le même que celui-là? Parce que c'est pas le même. En fait, quand vous dites, et c'est une notion importante, et évidemment, c'est quelque chose qu'on va introduire plus tard dans l'étude géométrique de ces surfaces courbes, vous avez sous-jacente l'idée du plan tangent, en fait. Ce que vous dites, c'est que j'ai ma sphère là, et en un point donné, j'ai l'idée que je peux mettre un plan tangent, et là-dedans, je peux définir des vecteurs. Ah oui, c'est une idée lumineuse, et ça va être une des clés. On peut définir effectivement des vecteurs en ce point-là, des vecteurs tangents, et effectivement, tant qu'ils sont petits,
tant qu'ils sont petits, bon, ça va coïncider avec des traces sur le sol. On a l'impression que l'espace localement, c'est pour ça qu'on a toujours cru que la Terre était plate pendant longtemps, parce que ça a l'air d'être plat. Donc oui, simplement, maintenant en ce point-là, j'ai un autre plan tangent avec d'autres vecteurs. Alors d'abord, le plan tangent, là, vous dites, si je prends des petits vecteurs, ça va marcher. C'est vrai, mais alors du coup, c'est plus un espace vectoriel. J'ai plus le droit de multiplier un petit vecteur par 100 000 ou 1 million. C'est un peu embêtant. En fait, je peux, si. Simplement, c'est un vecteur qui reste dans le plan. Donc, je peux définir une structure d'espace vectoriel localement, c'est-à-dire je définis le plan tangent, en gros. Le problème, c'est que les vecteurs ici, bah, c'est un autre plan tangent. Comment vous dites que celui-là, c'est celui-là? Justement, on peut définir une relation entre chacun des plans qui sont très proches pour corriger justement le fait d'avoir de s'être déplacé un peu. Alors, il faut effectivement définir une relation entre les plans. C'est ce qu'on appellera une connexion. Mais comment vous la définissez? Est-ce que vous avez le choix? Et en fait, c'est cette relation qui donne la forme de l'espace en question. On y reviendra. On sème des graines, et là c'est l'introduction à la relativité, après on fera les choses proprement. Et après je reviens au chemin le plus court, j'ai pas oublié. Il y a un autre point ici, c'est que, ok, je prends un petit vecteur. Alors déjà, comment je dis que celui-là c'est le même? Parce qu'aller de proche en proche, oui d'accord, mais c'est pareil. Ça, je peux dire, ouais, celui-là c'est quasiment le même, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, et puis finalement celui-là c'est le même. Et donc finalement, ça c'est une droite alors. Tout à l'heure vous me disiez que non, c'est pas une droite. Et maintenant, parce que je suis sur une sphère, en fait c'est devenu une droite. Vous voyez bien qu'il manque des ingrédients là. Quand on dit qu'une droite est une droite, effectivement, la première chose qu'on dit, c'est que la tangente à la droite, encore faut-il savoir la définir, mais il y aura une définition qui correspond tout à fait à notre intuition aussi dans un espace courbe. C'est bien ça qui donne l'idée d'un plan tangent. Donc ce n'est pas ça qui est en cause, en l'occurrence. Donc une droite, c'est une courbe telle que la tangente est toujours la même direction. Il faut pouvoir associer des directions à des points différents. C'est ça que fait de façon évidente l'espace affine, puisqu'en chaque point, enfin à chaque paire de points, vous associez un vecteur, le même vecteur du même espace, tandis que là, ce n'est pas le même vecteur du même espace, c'est un vecteur d'un autre espace. Donc si vous dites que c'est le même, ok, mais c'est arbitraire. Vous avez décidé que celui-là, c'était le même que celui-là, ok. Moi, je décide que c'est celui-là qui est le même que celui-là, et pourquoi vous, c'est mieux que moi voyez. On ne peut pas abandonner cette définition pour définir une droite de manière générale. On garde juste la définition qui dit que c'est la distance la plus courte sur... Alors, effectivement, donc il y a deux éléments. Un, c'est de dire qu'on ne change pas de direction, la tangente toujours la même. Et la deuxième, c'est ce que vous dites là, c'est ce que vous répétez là, c'est qu'en fait, c'est le chemin le plus court. Et donc, je peux définir la droite comme étant le chemin le plus court. Pour définir le chemin... Et pourquoi pas? Alors, c'est ce qu'on appelle une géodésique. Je pense que vous avez tous entendu géodésique, entendu ce mot-là. Alors ça va être quelque chose qui joue un rôle clé, effectivement, en relativité générale. Définir, donc, la droite comme étant le chemin le plus court. Si je dis ça, effectivement, je peux savoir quel est le chemin, enfin, comment aller tout droit à Strasbourg. Je suis le chemin le plus court. Je les essaye tous, et dans le tas, il y en a un qui est plus court, c'est celui-là. Voilà. Très bien. Mais ça veut dire qu'il faut une notion de longueur. Et comment vous définissez la longueur de ce chemin? Comment vous le définissez, en fait? C'est pas pour ça qu'on a introduit justement la notion de métrique de l'espace. Alors, la métrique va permettre de faire ça, absolument, mais d'une façon détournée, parce que la façon dont avant on parlait de longueur, c'est qu'on a, avant, je veux dire, dans un espace affine, ce que je suis en train de faire voler en éclats un peu brutalement, mais il faut casser les murs, c'est que la distance entre A et B
d'ailleurs je l'ai écrit tout à l'heure, c'est la norme du vecteur AB, la norme définie sur l'espace vectoriel. Donc ça veut dire qu'effectivement, j'ai un espace vectoriel associé à l'espace, à structure affine, et dans cet espace vectoriel, je définis une norme, un produit scalaire. D'accord? Et je dis que si AB, on va dire que c'est R3, à nouveau mon espace vectoriel, c'est X, Y, Z, et j'ai CD qui vaut X', Y', Z', je définis une opération que je vais noter G, qui a deux vecteurs associés à un nombre. Et ce nombre, c'est X' plus Y', plus Z'. Alors c'est un bon produit vectoriel, au sens où... c'est un bon produit scalaire, pardon. La définition d'un produit scalaire, vous savez, ça doit être linéaire dans chacune des entrées, donc une application bilinéaire. Alors elle peut être définie, elle doit être symétrique, AB scalaire CD, c'est CD scalaire AB. N'importe quel vecteur scalaire 0, ça fait 0. Enfin, voilà, essentiellement c'est ça. Alors ça peut être défini positif, si le produit scalaire de n'importe quoi avec soi-même, c'est strictement positif, etc. Si c'est le cas, ça définit une notion, une norme, et donc en fait la norme du vecteur AB, c'est juste AB scalaire AB. Enfin ça en général on le note AB scalaire CD bien sûr, hein. Mais le point clé c'est que c'est une implication, vous prenez deux vecteurs, ça vous fait un nombre. Et si vous prenez deux fois le même, ça vous donne sa longueur. Très bien. Donc ça définit la longueur. Donc effectivement, dans un espace euclidien, la longueur est justement définie comme ça, c'est-à-dire que pour voilà, enfin, dx2 plus dy2 plus dz2, mais ça s'étend jusqu'à l'infini, puisque parce que vous avez cette structure affine. Vous pouvez faire un vecteur aussi grand que vous voulez en partant de n'importe quel point. Et c'est un sens donner sa longueur. Maintenant, si vous êtes là à la surface de la Terre, voilà, ce vecteur-là, c'est quoi? Enfin, du coup, c'est pas un vecteur, mais ce chemin-là, c'est quoi sa longueur? Justement, vous n'avez plus à votre disposition la notion de vecteur reliant deux points. Auquel cas, vous prenez sa norme et c'est réglé. Vous avez sa distance. Mais si vous n'avez même pas le vecteur, ça veut dire quoi qu'il y a une certaine distance entre les deux? La métrique, ce qu'elle va vous faire, c'est qu'elle va vous dire comment faire un produit scalaire entre des vecteurs au même point. Entre deux vecteurs du plan tangent, si vous voulez. Là, j'ai ce vecteur-là et ce vecteur-là. Je peux faire leur produit scalaire. Et puis, donc, je peux faire le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même. Ça donne sa norme. Très bien. Mais OK, j'ai ça. Et puis là aussi, j'ai la norme de ce vecteur-là. Comment j'en déduis? Sur le premier plan, on a une métrique qui est associée. Sur le second, on a une autre. Mais comme on a dit tout à l'heure, on a aussi la connexion. Justement, le fait de relier les deux. Et voilà, il va falloir trouver un moyen de relier des vecteurs en différents points. Et ça, a priori, c'est arbitraire. Disons, en tout cas, effectivement, si on définit une telle connexion, c'est-à-dire si on établit un lien, alors il faudra qu'il y ait certaines propriétés, que ce soit cohérent évidemment, si on arrive à établir un lien entre différents plans tangents, alors on a une chance effectivement de se servir d'une notion de produit scalaire local et d'arriver à définir une longueur. En fait, je peux vous dire tout de suite ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir définir une vitesse associée à une courbe. Et on va déterminer, donc je vais de Paris à Strasbourg, je peux donner un sens à la vitesse à laquelle je vais. Et parce que la vitesse, elle est locale. La vitesse, c'est un vecteur tangent en fait. Je suis en train d'aller par là, à ce moment-là. D'accord ? J'ai une direction localement, et le vecteur tangent, il peut être plus ou moins grand. Et ça va être une vitesse. Une vitesse, soit dit en passant, mesurée en hertz.
et pas en mètres par seconde. On y reviendra. Parce qu'il n'y a pas encore de notion de longueur, en fait. Il n'y a pas de notion de distance, justement. On y reviendra. Mais... donc, je vais pouvoir définir une vitesse, et j'ai plus qu'à intégrer la vitesse sur le temps, et là, j'en déduis la distance. C'est comme ça qu'on va définir une distance, en fait. Comme une intégrale sur le temps des vitesses. C'est exactement le contraire de ce qu'on fait ordinairement, où on définit la vitesse comme étant dr sur dt. De combien je me déplace par unité de temps. Mais j'ai plus de notion de distance, j'ai plus de vecteur entre deux points. Ça n'existe pas un vecteur entre deux points. Ça n'existera plus jamais. Je ne peux pas définir une vitesse comme ça. Parce que j'ai pas le truc à dériver, il n'existe pas déjà. Par contre, on va réussir à définir un vecteur localement, une vitesse locale, par exemple, une vitesse ou autre chose, un champ électrique local. Et de cette vitesse, je vais pouvoir déduire une notion de longueur en intégrant sur le temps, si vous voulez, le long d'un chemin. On fera ça tranquillement, petit à petit, mais ce sera ça la stratégie. Donc vous voyez qu'il y a deux façons de définir une droite, encore une fois. Aller tout droit, c'est-à-dire garder toujours le même vecteur, enfin que le vecteur tangent soit toujours le même, mais ça manque de chance. Il n'y a plus de vecteurs entre des points, on ne peut pas comparer, etc. Ça ne marche pas. Et l'autre façon, c'est de dire que c'est le chemin le plus court, mais il va falloir définir une distance. Et comment définir une distance ? Certainement pas par un produit scalaire d'un vecteur entre deux points, puisqu'il n'y a pas de vecteur entre deux points, ça n'existe pas. Bon, dur. Ah, on est presque à la moitié, donc on pourrait peut-être faire une pause. Je regarde juste si j'ai 2-3 choses à vous dire en plus là-dessus. Ok, donc juste pour... Alors en fait, là j'étais dans... Je vais quand même l'écrire, j'étais dans un quatrièmement, mais on a parlé de façon un peu libre, mais c'est très bien, j'espère que ce sera toujours comme ça. Réfléchissons ensemble, posons des questions, et comme ça on peut faire émerger les notions au rythme où elles se posent. C'est pas... Donc j'avais un quatrièmement qui s'intitulait « Qu'est-ce qu'un vecteur ?» Et alors, on a pas mal tourné autour de cette notion de vecteur. Évidemment, qu'est-ce qu'un vecteur? Par définition, c'est un élément d'un espace vectoriel. C'est-à-dire qu'un objet mathématique particulier, il n'est pas tout seul un vecteur, il est un vecteur s'il est considéré en tant qu'élément d'un ensemble, donc élément d'un espace vectoriel, et cet espace vectoriel sur un certain corps, si c'est un R espace vectoriel, par exemple R, vous savez qu'en physique quantique, on utilise beaucoup les espaces vectoriels sur C, c'est juste un truc dont on peut faire des combinaisons linéaires. C'est-à-dire si je prends alpha et bêta dans R, V et W dans l'espace vectoriel, je peux former alpha V plus bêta W, je sais pas. Et ça, c'est encore dans l'espace vectoriel, etc. Vous connaissez, vous avez fait de l'algèbre linéaire, vous savez ce que c'est qu'une base, vous savez ce que c'est que la dimension. Alors, ce sera très simple pour nous, on fera que des espaces vectoriels de dimension finie, puisque l'espace-temps est... alors, on définira ce qu'on appelle une variété, donc c'est une variété différentielle de dimension finie. Et donc l'espace vectoriel qu'on va associer à chaque point, typiquement le plan tangent, si on se le représente vu de l'extérieur, mais il ne faudra pas faire ça. Enfin, on pourra pour avoir une certaine intuition. Mais l'idée, c'est que quand j'ai dessiné le plan tangent à la sphère, là, c'est que j'imagine la sphère dans un espace 3D. Évidemment, ça nous donne une intuition de ce qu'est la courbure et de ce que c'est qu'un vecteur tangent. Mais le problème, c'est que si je n'ai pas l'espace autour, est-ce que je peux quand même définir une notion de vecteur tangent? Si je suis pas plongé. Et si je ne peux pas faire ça, on est mal barré. Parce que
c'est quoi l'espace qui englobe l'univers? L'univers, c'est tout, non? Donc c'est un peu bizarre de se dire, je vais plonger l'univers dans un truc autour pour pouvoir définir un plan tangent. Ah, du coup, un plan tangent, donc j'ai l'univers à 4 dimensions, je le mets dans un truc à 5 dimensions, et je fais un plan tangent, etc. Mais du coup, le vrai univers, du coup, c'est le grand truc, alors. Alors, il se trouve que mathématiquement, on peut toujours plonger n'importe quelle surface, disons n'importe quelle variété, on va définir ce que c'est qu'une variété un peu plus tard. On peut toujours plonger dans un espace de plus grande dimension, plat, euclidien, dans Rn. Le truc, c'est que vous savez que on ne peut pas toujours... Par exemple, vous connaissez la bouteille de Klein, hein, il y a la bande de Möbius là, qui n'est pas orientable, il y a la bouteille de Klein, c'est toujours ces exemples qu'on a. La bouteille de Klein, c'est une surface courbe. Vous ne pouvez pas la plonger dans R3. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça qu'on ne vous l'a jamais montré. On fait des dessins, et elle se rentre dans elle-même, etc. Mais topologiquement, ça ne le fait pas. Et vous ne pouvez pas la plonger. Alors, il y a un théorème mathématique qui dit que vous pouvez toujours plonger une surface quelconque dans un espace, dans Rn. Mais n, ce n'est pas forcément la dimension de la surface plus 1. Vous pouvez avoir besoin d'aller jusqu'à R puissance 2n, si pour une variété de dimension n. Alors, il y a des théorèmes où vous pouvez aller sur n plus 2, suivant les propriétés de la surface. Enfin, les mathématiques ont obtenu des résultats, mais tout ça pour dire que c'est pas juste je me mets une dimension en plus et c'est bon, ça marche. Non, non, non. Des fois, il faut, suivant la forme de l'espace de l'espace-temps à 4D, vous pourriez avoir besoin de R8. Puis de toute façon, c'est évident qu'on a envie de décrire les choses intrinsèquement, d'accord? Parce que c'est l'espace-temps, quoi. Et c'est-à-dire que c'est l'ensemble de tout ce qui est, quoi. C'est la réalité physique. Bref. Et on peut le faire. Alors, bien sûr, on va bénéficier du travail des mathématiciens depuis le milieu du 19e siècle. Hein. Les géométries non euclidiennes sont maintenant bien connues. On sait très bien définir ça. On va y aller pas à pas. Il n'y a pas de difficulté. Donc, faire des combinaisons linéaires. Oui, alors, donc un vecteur, essentiellement, il y a une notion de direction, mais qui n'est pas immédiate, enfin qui est pas garantie en fait dans la notion d'espace vectoriel, mais nous on aura besoin d'une notion de direction, quand on dit je vais tout droit ou je tourne, etc. On voudra une notion de direction, et on a une notion de taille, et ça, la notion de taille, elle est donnée immédiatement aussi par... c'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'une notion de longueur, je n'ai pas besoin de dire que ce vecteur correspond à 3 mètres. Ça ne m'empêche pas de dire que cet autre vecteur, il est 2 fois plus grand que le premier, parce que c'est juste 2 fois lui. D'accord? Donc, j'ai une notion de taille indépendamment d'une notion de distance, en quelque sorte. Hein? Ça, ce sera aussi important à un moment. C'est-à-dire, après, on peut rajouter des notions de distance si on veut. Alors, les notions de taille, alors, notion de direction, notion de taille, et on en fera des notions disons, en termes de grandeur physique, c'est-à-dire avec des nombres qui ont un sens physique, des mètres par seconde, des mètres, des volts, des choses, ou des volts par mètre pour un champ électrique, etc. Au moyen, effectivement, de produits scalaires. Par exemple, un produit scalaire, si vous avez le vecteur A scalaire le vecteur B, vous pouvez l'écrire comme la norme de A, la norme de B, fois le cosinus de l'angle entre A et B. Ça vous définit l'angle entre A et B, et ça vous donne algébriquement une façon de parler d'angle. Voilà. Donc si vous avez un produit scalaire, on commence à pouvoir faire des choses. Et parler de normes, hein, qui n'est pas forcément... Enfin, voilà. Parler de normes, et justement, la norme, donc la norme de AB, ça va être A scalaire A, et de fait, la norme de... Enfin, ça, c'est la norme au carré, excusez-moi, bien sûr, c'est la norme au carré. Et la norme de lambda fois A au carré, enfin, pardon, la norme de lambda fois A, ça va être lambda A scalaire lambda A, c'est-à-dire lambda carré
A scalaire A, donc lambda carré, norme de A au carré, donc la norme de lambda A, c'est bien lambda fois la norme de A. Et donc vous voyez que vous faites coïncider la notion de taille donnée par juste l'espace vectoriel, si c'est R, le vecteur 2 fois plus long, il a une taille 2 fois plus grande, mais il aura aussi une norme 2 fois plus grande, si vous définissez un produit scalaire, donc tout ça est bien cohérent. Bref, je finis juste, et on fait la pause, je finis juste en vous faisant remarquer que ces difficultés, enfin c'est la problématique des vecteurs entre deux points plutôt qu'en un point est quelque chose que vous avez toujours rencontré en physique sans forcément y prêter attention. Faisons une petite expérience très simple. Je prends un corps et je le lance. Et comme vous savez, il a une trajectoire, il va avoir une trajectoire parabolique. J'en dirai autre chose plus tard. Voilà, je le lance avec une certaine vitesse initiale, V0, et puis je calcule sa trajectoire. Alors comment je fais? En fait, alors je prends une origine quelque part, voilà, donc ça c'est le point M à l'instant t égale 0. Là j'ai M à l'instant t, et puis j'ai sa position, R de t. Et puis je dis que là, il y a une force qui s'applique sur lui, P égale mg. Je dis qu'il a une certaine vitesse ici, là, V. Je dis d'ailleurs que V, c'est dr sur dt. Et puis après, je dis que ma, c'est-à-dire donc m dv sur dt, eh bien, c'est la force, justement, mg. Et là, on représente des vecteurs avec des flèches, on est très content, et on ne réalise pas toujours que là, il y a des vecteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Là, il y a un vecteur, un seul, qui est un vecteur spatial, un vecteur d'espace, c'est lui. Ça, c'est un vecteur qui va de ce point-là à ce point-là. C'est un vecteur entre deux points. Tous les autres sont des vecteurs en un point. Vous avez ici la vitesse initiale, vous avez ici la vitesse à l'instant t. C'est pas un vecteur. Cette vitesse, c'est pas un vecteur qui va de là à là. D'accord? Ça veut évidemment rien dire. D'ailleurs, sa dimension physique, c'est des mètres par seconde. C'est pas un vecteur qui va de là à là. Et là, quand je dessine le point, c'est pas un vecteur qui va de là à là. Alors, je pourrais le mettre plus petit. Tout ça, c'est encore une fois, c'est encore une autre dimension physique. Sa longueur physique ici, en mètres sur le tableau, n'a rien à voir avec l'intensité de la force. Alors, je peux par contre décider qu'une force 2 fois plus grande, je représente par une flèche 2 fois plus grande. Mais ça restera un vecteur en ce point-là, que je représente avec une certaine direction dans l'espace. Cette direction dans l'espace, quel est son rapport avec la direction de l'espace, c'est-à-dire d'un vecteur qui relie deux points, un vecteur d'espace? Pourquoi en fait je dessine V comme ça en fait? V, c'est un vecteur qui n'appartient pas du tout à l'espace des vecteurs d'espace géométrique. Il n'est pas du tout dans cet espace-là. Je le représente là comme ça, je fais une flèche. Mais ce n'est pas une flèche qui va de là à là, on est d'accord. Vous voyez qu'on travaille avec des vecteurs en un point depuis toujours. Quel sens ça a que je le représente par là, en fait? Ce que ça dit, quand je mets la vitesse comme ça, qui, encore une fois, ce n'est pas un vecteur qui va d'un point à un autre, c'est un vecteur en un point. Si je le représente par là, ça veut dire qu'en fait, quand je mets la vitesse comme ça, c'est que le corps est en train d'aller par là, dans l'espace. En fait, je me sers de ça. C'est la direction de dr, le déplacement physique, quand il est tout petit, mais disons, je vais de là à là, ça, c'est un vrai déplacement physique. Et puis après, je fais tendre vers 0, et donc j'ai effectivement une direction dans l'espace, qui est ce dr, et je peux donc lui associer à ce vecteur-là qui appartient à un autre espace, qui n'a rien à voir, qui n'a pas la même dimension, etc. Je peux décider, c'est pratique, de le représenter dans la direction qui correspond à la vraie direction d'espace, dont c'est la dérivée, etc. De même, le poids ici, c'est un vecteur
qui appartient encore à un autre espace, ni celui de la vitesse, ni celui de... Ça n'a rien à voir. Mais c'est un vecteur en ce point-là. Vous voyez que ce n'est pas un vecteur tangent non plus, là. Hein, ça n'a rien à voir. C'est un autre espace. Je représente dans le même tableau, mais c'est un autre espace. Alors sa longueur, c'est pareil, elle ne veut rien dire. Enfin, voilà, elle n'est pas liée à une longueur physique en mètres. Et puis dire que, enfin, le représenter comme ça, dans une direction, avec une direction par rapport à l'espace physique, quel sens ça a? Oui. Donc, oui, comment on définit la vitesse en général? On dit que c'est... donc, on a le vecteur dr ici. Alors, on a ici, on va dire, r de t, si je prends ici un analogie. Ici, j'ai r' de t, d'accord? Et j'ai dr qui vaut r', enfin, pardon, c'est r de t plus dt, pardon. Et donc là, j'ai dr qui vaut r de t plus dt moins r de t. D'accord? Donc, ce vecteur-là, c'est un vecteur d'espace qui va de ce point-là à ce point-là, qui relie deux points. Et puis, si je prends un dt plus petit, je vais avoir ce vecteur-là. Ça, c'est le dr avec un dt plus. Et puis, je peux faire tendre dt vers 0, et je vais avoir un vecteur de plus en plus petit. Mais si je le divise par dt, en fait, ce truc-là va tendre vers quelque chose, vers quelque chose qui a une direction qui va être la direction de la tangente ici. Et c'est ça, ce vecteur v. Mais c'est une vitesse en ce point-là. Je ne suis pas sûr de répondre à votre question. Vous voyez que le vecteur v... Il ne relie pas de son. Pardon? Il ne relie pas de points. Il ne relie pas de points. Il ne relie pas... C'est-à-dire, le vecteur dr, il relie deux points. Quand je fais la limite, quand dt tend vers 0, pour chaque valeur de dt, il y a un certain dr qui vaut ce qu'il vaut. La vitesse, c'est juste le rapport entre... Donc, ça va être la direction de ce dr, et sa norme, ça va être la limite de dr sur dt, quoi. Et donc, je vais me retrouver avec un vecteur qui est, par exemple, celui-là. Si je vais plus vite dans la même direction, je vais avoir ce vecteur-là qui est plus long. Vous voyez que ce n'est pas un vecteur qui va de là à là. C'est un vecteur qui est en ce point-là. J'ai une certaine vitesse dans une certaine direction. C'est-à-dire j'ai une certaine direction que je peux associer à la direction spatiale qui était le petit dr quand on fait tendre le dt vers 0. Et sa longueur, c'est le dr sur dt, c'est sa vitesse. Mais ce n'est pas un vecteur qui va de là à là, c'est un vecteur en ce point-là qui a une certaine longueur. Alors, attendez, il y avait une question là, oui? Mais le fait que les trois vecteurs dans des trois espaces différents et qui puissent s'appliquer sur le même point, que ça implique qu'il existe des relations, des connexions entre les différents espaces dans lesquels les trois vecteurs? Alors, oui, mais oui. Oui, alors en fait, et cette relation-là, elle est naturelle, elle vient de la définition, c'est-à-dire ce qui donne une définition spatiale, si on peut dire, à la direction du vecteur v, c'est qu'en fait, ça a une direction dans l'espace. Ça a un sens de parler d'une direction spatiale. Donc ça aussi, parce que v est défini comme ça. Qu'en est-il pour P? Eh bien, en fait, ou pour une force en général, la force, c'est ma. Et A, c'est dv sur dt. Donc, on a une direction spatiale. V hérite cette notion de direction de R, A aussi, et F aussi. Et effectivement, on peut représenter P comme ça. Quand on dit que la force est dans cette direction, ça veut dire qu'elle fait changer la vitesse dans cette direction. Que le V t plus dt moins le v de t, il a une certaine direction, parce que le v avait une direction qui était donnée du r de t plus dt moins r de t, etc. Et donc, il y a un sens, effectivement, de les mettre là. Oui. Et, ici, l'analogie avec les espaces courbes,
C'est parce que, par exemple, là, mais on va faire la même chose si vous êtes dans un espace tangent. Ouais. Et on va faire du coup l'intégrale exactement comme ça ne nous dérange absolument pas de faire une intégrale pour avoir R de t ici. Mais du coup, là, on fait. Parce que là, on fait par rapport à dt. Mais dans l'espace temps, on fait par rapport à. Alors, on fait par rapport à un paramètre le long de la courbe. Et donc, vous avez une vitesse qui va... La vitesse, ça va être... On va y revenir. Mais vous avez une courbe dans l'espace-temps. Alors, vous pouvez la paramétrer par le temps propre, par le temps que vous ressentez. Why not? Encore que si c'est une trajectoire suivie par la lumière, le long du cône de lumière, la longueur est nulle, donc vous allez avoir du mal à le paramétrer par un paramètre qui ne bouge pas, donc il va y avoir une subtilité, mais disons pour un corps massif, vous pouvez le paramétrer par rapport à son temps propre, si vous voulez, mais vous pouvez le paramétrer par rapport à n'importe quoi. Et si vous paramétrez, si vous allez à une vitesse de paramètre 2 fois plus grande, vous aurez un vecteur 2 fois plus grand. Mais quand vous ferez l'intégrale pour avoir la longueur, la vitesse sera en chaque point 2 fois plus grande, la vitesse paramétrique sera 2 fois plus grande, mais ça prendra 2 fois moins de temps, paramétriquement, puisque vous y allez 2 fois plus vite. Et donc finalement, ça sera indépendant du paramétrage. Ce sera évidemment un élément important, mais c'est ça qui donne sens à tout. Ok, je crois qu'on va faire une pause. Ouais, on va faire une pause. À moins que... Si, il vaut mieux qu'on fasse une pause quand même. Ouais. Alors, pause.